Et on passe tout de suite dans le Focus ETF à un tracker justement à la loupe. On va regarder du côté de World Water avec toujours Jérémy Tubiana. Quelles sont les caractéristiques de ce tracker? Alors c'est un ETF qui permet d'investir sur le secteur de l'eau. Le secteur de l'eau, c'est une thématique qui parle à beaucoup de personnes. L'eau, c'est un secteur qui est en grosse croissance. La demande en eau devrait augmenter de plus de 40% d'ici 2030. Structurellement, les investissements sont très importants. Tous les ans, on est autour de 4-6%, entre 4 et 6% d'investissement sur ce secteur-là. Et donc, l'indice World Water va investir sur des valeurs complètement diversifiées, tant au niveau géographique que sectoriel, sur 3 secteurs principaux. L'industrie de l'eau, donc tout ce qui est lié à l'infrastructure, la tuyauterie, les pompes. Ensuite, on va retrouver les services aux collectivités. Et enfin, le secteur du traitement de l'eau. Et donc, dans cet indice World Water, on va retrouver des valeurs liées à ces 3 secteurs. Et l'indice, l'ETF Lixor World Water, va répliquer cet indice-là. Alors là, je passe la parole dans une seconde à Régis, mais c'est vrai que on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs industries dans le secteur de l'eau qui sont dans tous les pays du monde. On le voit à 40% aux États-Unis, à 23% au Royaume-Uni, au Japon, et pourtant, voilà, ça fait partie d'un seul et même produit. Absolument, ça fait partie vraiment de l'intérêt de cet ETF. C'est d'abord d'être sur un secteur qui a des caractéristiques attractives, puisqu'on a une demande qui est sans cesse croissante, grâce à la démographie, grâce à l'agriculture intensive. On a une offre qui est sous contrainte, des infrastructures vieillissantes. Donc c'est une thématique qui a beaucoup d'atouts. Ensuite, l'ETF, quand on regarde le panorama des ETF sur le secteur, il y en a un certain nombre. On a une vision très large sur tous les produits cotés dans le monde. Et ce qu'on s'aperçoit avec le produit Lixor, une fois n'est pas coutume, c'est qu'il est, en termes d'actifs, dans les tout premiers. Il est le deuxième. On a l'habitude de voir que des Américains, puisque le marché américain, c'est à peu près 4 fois la taille du marché européen au niveau des ETF. Et là, le Lixor World Water, avec quand même 500 millions d'euros d'encours, et c'est très significatif. L'autre élément qui est attractif avec cet ETF-là, c'est que alors, la thématique de l'eau est diversifiante dans un portefeuille, mais au sein de ce portefeuille, on a, comme le disait Jérémy, le secteur du service aux collectivités, de l'industrie, qui sont des thématiques avec des business models différents. Donc on a quelque chose malgré tout de diversifié. Diversifié géographiquement également, puisque vous l'avez dit, 40% de valeur américaine, 20% de valeur anglaise. Plus techniquement sur le produit, on a un spread, un écart entre les acheteurs et les vendeurs, qui est le reflet de la liquidité de l'ETF, qui est extrêmement bon, puisqu'il est d'ordre de 0,29%. Une performance qui décoiffe de 18% annualisé sur 5 ans. Peut-être 2 petits points noirs, parce qu'il y en a toujours. Il en faut. Sur l'ETF. C'est un ETF qui est quand même assez concentré, puisque les 10 premières lignes font 74% de l'ETF, mais c'est peut-être le reflet de la qualité de la performance également, et des frais de 0,60% qui sont dans la moyenne pour des ETF thématiques comme l'eau, puisqu'il y a une véritable recherche, mais peut-être élevé par rapport à la moyenne des ETF. Voilà, Jérémy, dernière question, ça illustre bien aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on a beaucoup parlé du CAC ou du Nasdaq ou d'autres indices, là aussi on peut jouer des thématiques grâce aux ETF. On peut jouer des thématiques sectorielles, effectivement, donc on a une large gamme d'ETF sectoriels, et d'ailleurs le World Water aussi, si vous preniez l'exemple du PEA, le World Water, on a une version éligible au PEA, donc au sein de son PEA, on peut avoir une exposition à cet indice-là et à cet ETF-là, qui effectivement marche très bien, qui est un des premiers en termes de performance et qui a un track de plus de 10 ans maintenant, vu qu'il a été lancé en 2007. Voilà, avis aux amateurs privés comme institutionnels, un fonds, un Lixor, donc World Water qui atteint déjà 516 millions en termes d'actifs, et c'est vrai que c'est plutôt performant en ce moment cette thématique. On remercie Jérémy Tubiana, le responsable de l'offre ETF chez Lixor auprès des distributeurs français. Et on continue dans une seconde justement le grand débat gestion active, gestion passive. On va en parler avec nos invités. À tout de suite.
Le grand débat tout de suite au cœur de l'émission ETF. On va opposer, peut-être pas, ils auront quand même des vues communs entre François Marbec. Bonjour François. Vous êtes directeur du portefeuille de diversification à la Banque Postale et Guy Cohen, vice-président à l'Anacofi. Bonjour Guy. Bonjour Fabrice. Voilà, on va commencer avec François. À la Banque Postale, l'intérêt pour ces fameux trackers, ces ETF, nouveaux produits, on voit qui vraiment, on a presque l'impression qu'ils révolutionnent d'une certaine façon la façon de gérer les portefeuilles aujourd'hui. Oui, enfin, c'est plutôt une façon de séparer la gestion entre la recherche de la performance sur le long terme et l'allocation d'actifs sur le court terme. Nous, à la Banque Postale, en réalité, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir mettre en œuvre des idées sur tel ou tel marché. Alors, par exemple, à un moment, on va vouloir acheter des États-Unis, renforcer les États-Unis au détriment de l'Europe, ou à l'inverse, alléger le Japon et puis aller sur les émergents. Et ça, si on le fait en confiant de l'argent à un gestionnaire, on risque finalement d'être un peu pollué par ses choix de valeur. Donc ce que nous, on a préféré faire, c'est créer des poches où on confie de l'argent pour un certain temps à des gestionnaires actifs et les laisser libres de s'exprimer. Et à l'inverse, quand nous, on veut prendre des paris actifs sur des marchés, réduire telle zone, augmenter telle zone, eh bien on utilise des ETF dont la performance est extrêmement lisible à l'avance. On sait qu'on aura la performance de l'indice et en plus on peut traiter à l'intérieur de la journée. Donc c'est un instrument qui nous procure beaucoup de précision dans notre allocation d'actifs. Donc qui est souple, donc c'est complémentaire, qui est précis. Tout à fait, pas cher et totalement complémentaire pour laisser tranquille entre guillemets nos gestionnaires de conviction. Voyez. Alors justement, Guy, vous représentez effectivement l'Anacofi. Combien de CGPI aujourd'hui sont je ne sais pas exactement combien, mais on est à plus de 3000 sociétés qui sont membres de l'Anacofi, donc ça fait beaucoup de CGP. Ouais, CGP, on précise, pour ceux qui ne connaissent pas, conseiller en gestion de patrimoine, c'est-à-dire ceux qui vont conseiller in fine leurs clients pour investir sur les marchés. Tout à fait. Et Guy, on oppose souvent gestion active, c'est-à-dire les fonds, les gérants qui ont une gestion, qui vont choisir, qui vont faire du stock picking, avec finalement cette gestion passive où on achète tout le CAC, tout le Nasdaq, tous les US et on laisse porter et on a une performance à la fin. Oui, c'est vrai, on l'oppose et aujourd'hui, il y a un petit débat à l'intérieur des conseillers financiers entre, je dirais, les jeunes et les moins jeunes dont je fais partie. Ah, c'est le profil des modernes et des anciens. Alors. Exactement. Mais c'est une évolution, c'est-à-dire que les ETF sont une évolution très importante dans le métier. Et ce que apprennent les CGP et qu'ils apprennent à leurs clients, c'est comment utiliser les ETF, peut-être pas aussi bien que la Banque Postale avec des institutionnels, mais les utiliser dans leur allocation d'actifs, parce qu'il y a bien sûr des fonds de conviction qui font beaucoup d'alpha et qui vont rester, et les ETF sont un outil qu'on est en train d'apprendre en tant que particulier ou CGP. Ouais, voilà, donc ça se répand de plus en plus, on le voit, que ce soit chez les CGP, je vais y arriver, ou parmi les institutionnels. Le poids aujourd'hui justement de ces fameux ETF au sein des allocations, quel est-il, François Marbec? Alors ça a un peu changé, parce qu'au départ, notre activité d'investissement sur les marchés autres que les marchés de taux a commencé il y a 10 ans maintenant. Au départ, justement, quand on a lancé l'activité, finalement, c'était le début des ETF, schématiquement. Et donc, finalement, on a accru nos positions avec le développement du marché. Et à l'époque, on a eu jusqu'à 80% d'ETF. Et puis, dernièrement, ça a un petit peu changé parce que pour diverses raisons comptables que je ne vais pas détailler ici, ça serait complètement fastidieux, mais on a eu à cœur de diminuer la volatilité du portefeuille et finalement de se concentrer sur des supports d'investissement à faible volatilité. Et donc, il y a certains ETF thématiques faible volatilité, qu'on appelle notamment les minimum variance, mais malgré tout, ce genre de gestion est plutôt réservé à de la gestion active parce qu'il y a des techniques de gestion, de protection optionnelle, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Donc aujourd'hui, en fait, on a plutôt inversé la proportion. On a 80% de gestion active et 20% d'ETF. Mais ce n'est pas du tout
un changement d'opinion sur l'ETF, c'est simplement un changement de politique de risque. Et encore une fois, dû à la réglementation. Hein, réglementation comptable. Et qui n'est pas prêt justement de s'alléger. Voilà, mais bon, c'est un autre débat, on y reviendra. Guy, justement, c'est les CGP, eux aussi s'y mettent de plus en plus. Est-ce qu'il y a des freins, des réticences justement à aller sur ces produits en ce moment? Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des réticences quand il y a de la nouveauté. Ça serait mentir que dire tout le monde sait le faire très bien. Aujourd'hui, il y a de la réticence et il y a aussi des gens, comme toujours, qui en font énormément. Vous avez par exemple le site des CGP, qui soit de l'Anacofi ou d'autres associations, qui s'appelle conseiller-ETF.fr, où ils disent, nous, on est capable de faire des portefeuilles qu'en ETF. Et vous avez des compagnies d'assurance, des gens qui commencent à mettre pour le particulier des produits où il y a des ETF. Alors, aujourd'hui, on est dans une période de transition. On a des fois des positions excessives d'un côté ou de l'autre. Et ça va se faire parce que le CGP est toujours au service du client et c'est un outil qui est particulièrement pratique, notamment pour expliquer au point de vue macroéconomique ce que l'on fait. Et voilà, au moins on sait que voilà, on choisit une zone géographique par exemple, les États-Unis c'est mieux que l'Europe ou inversement, et on peut appliquer sa stratégie très facilement. Il y a un élément aussi que je voudrais préciser qui est très utile en allocation d'actifs, c'est que pour un même ETF, vous pouvez l'avoir par exemple en part hedgée ou en part non hedgée. Donc, vous pouvez être positif sur le marché américain et vouloir le risque dollar, ou être positif sur le marché américain pour lui-même avec le dollar hedgé. Et donc, d'une certaine manière, nous, ça nous permet d'affiner nos paris géographiques selon qu'on a une vue positive ou négative sur la devise de référence. On a également, vous dites, c'est pas tellement un produit, mais c'est également une enveloppe. Ah, faut pas oublier une cette enveloppe. particularité, c'est spécifique, on peut en mettre dans les PEA, on le disait tout à l'heure. Tout à fait, exactement. Alors ça, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on peut dire que le monde institutionnel et le monde du particulier se rejoignent, parce qu'il nous est arrivé, nous, finalement, de nous apercevoir que les fonds qui étaient designés pour le PEA étaient finalement efficaces, avaient un bon track record, avaient une performance qui était totalement en ligne avec l'indice que l'on voulait répliquer. Et donc, il nous est arrivé d'acheter des indices PEA également. Et voilà, c'est vrai que du coup, c'est un peu le produit idéal, on voit, pour les institutionnels, comme demain pour les particuliers et via leur CGP. Oui, alors pour les CGP, effectivement, il y a aussi un changement de paradigme, parce que les fonds classiques donnent des rétrocessions alors que l'ETF n'en donne pas. Donc c'est vrai qu'il y a une adaptation des produits, mais je crois que ça va vers la transparence et que c'est une évolution de la réduction des frais dont nous avons peut-être parlé, qui est en train de devenir une réalité. C'est vrai que ça c'est très important, le monde qui veut toujours plus de transparence, puisque aujourd'hui tout se partage sur les réseaux sociaux, ça va extrêmement vite. Et puis surtout, on a tous ces comparateurs qu'on n'avait peut-être pas, tout simplement, il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, est-ce que ça compte, par exemple, chez vos clients? Est-ce qu'il y a une demande justement pour ce type de produit, François Marbec, à la Banque Postale? Il faut bien voir que moi, je travaille sur les fonds propres de la Banque Postale. Ouais. Donc en fait, mon client unique, c'est la Banque Postale. C'est la Banque Postale, d'accord. Après, il était... C'est à vous de trouver le meilleur produit. Oui, donc, et ça, c'est... Après, dans l'asset management, il y a évidemment la clientèle des particuliers qui peut bénéficier de l'investissement en ETF, pour autant que les fonds dans lesquels ils sont recourent à ce type d'instrument. Voilà, la réplication des indices, la pureté, l'instrument d'allocation d'actifs par excellence, autant, on l'a compris, d'atouts pour ces ETF donc, qui sont utilisés de plus en plus par les institutionnels comme par les CGP, c'est-à-dire in fine par les particuliers. Merci messieurs, ce débat se termine déjà, mais vous reviendrez justement parce qu'on a plein d'autres questions. Tout de suite, dernière partie de l'émission, on retrouve Régis Yankovici, à tout de suite.